Bonsoir à tous, chers supporters. Bienvenue pour un nouveau numéro du podcast du Club Paname. 3 comme le nombre de matchs joués par le PSG en Ligue des Champions et 3 comme le nombre de points remportés par le PSG dans cette édition. Un PSG qui est donc en bien mauvaise posture. On va rappeler une petite stat. 77% des équipes, après 3 matchs qui ont 3 points, ont été éliminées. On verra ce qu'il en advient de la suite. On va donc revenir sur ce match, sur cette défaite 2-1 à Leipzig, sur les circonstances qui ont entouré ce match, entre blessures nombreuses, choix tactiques, et bien sûr un point sur la direction sportive et l'avenir de cette direction sportive. 3, comme aussi le nombre de neurones qui reste Andreas, bonsoir. Oh, t'es optimiste, ça. Mieux au mieux, j'en ai un. Et 3, le troisième qui nous accompagne ce soir, Lionel, bonsoir. Guten Tag. Tu peux pas dire au revoir plutôt à Tourelle en allemand? Je n'ai pas fait allemand en deuxième langue, j'ai fait espagnol, donc c'est le seul mot que je connais en espagnol. Oui, ya aussi. Oui, pardon. Oui? Il dit ich liebe dich. Ah, ich liebe dich, Tourelle. Ich liebe nicht, Tourelle. Ich liebe dich. Ich liebe nicht, Tourelle. Ah oui, bon, vous parlez mieux allemand que moi. Donc on va revenir sur cette défaite de Buzyn contre Leipzig. Même compo que contre United. Quand vous voyez la compo du match au départ, vous vous attendez à quoi, Lionel? Je me dis, c'est une farce au milieu de terrain. Gay, Herrera, Marquinhos. J'en ai l'impression que c'était Marquinhos le 10 dans cette équipe. C'est un peu d'humour, mais c'est parce que ça, c'est le seul qui est capable, dans ce milieu de terrain, de casser une ligne, de jouer dans le dos de la défense. Enfin, voilà. Et bon, après l'attaque, avec les joueurs disponibles, je ne sais pas s'ils pouvaient faire beaucoup mieux. Donc, bon, là, il n'y a pas trop de reproches. Et puis, bien sûr, cette défense centrale Danilo Kimpembe, alors que ce qui est peut-être l'une des réussites du Paris Saint-Germain, c'est la défense Marquinhos Kimpembe. Et non, il décide de mettre une défense qui n'arrive pas à fonctionner ensemble. Voilà, merci Tuchel. Andreas, est-ce que toi, quand tu vois la compo, pareil, ouais, non, ce que dit Lionel a presque tout dit. J'ajouterais juste que Marquinhos fait effectivement une passe vers l'avant, mais c'est une passe qu'il aurait fait aussi en tant que d'essai. Voilà. Maintenant, sur le match en lui-même, donc beaucoup ont dit que notamment les 30 premières minutes du PSG avaient été bonnes, et ensuite le jeu s'est délité. Qu'est-ce que tu as pensé le reste de ces 30 premières minutes, puis ensuite des 60 qui se sont passées? C'est beaucoup plus discutable que ce que j'ai pu lire. Quand j'ai vu le match en live, je l'ai pris à partir de la 30e, donc je me suis refait les 30 premières minutes, 30 premières minutes à part. Ce que j'ai vu, c'était une équipe qui effectivement jouait en bloc. On a vu de la 0 à la 9e minute, je crois, un bloc assez bas, et de la 9, après le premier but jusqu'au penalty, on a vu un bloc haut. Mais on avait un bloc haut sans créateur. C'est-à-dire que si tu résumes ces 40 premières minutes, les seuls moments où tu te retrouves à avoir des opportunités, c'est les moments où Leipzig fait une erreur, ou quand Keane, par exemple, sur le premier but, récupère la balle sur Upamecano. Mais en soi, on avait à la fois de la 9e à la 15e, parce qu'il faut rendre justice à ce moment-là, on avait cette capacité à être devant, mais on n'avait absolument pas la capacité à créer l'accélération. En fait, on a créé un système qui aurait été très intelligent si on avait eu un créateur au milieu, mais on n'avait pas ce créateur, et du coup, c'était relativement inutile. On n'avait pas notre numéro 6, Neymar. Et ce qu'il faut dire après, c'est juste, après le penalty loupé, il y a une déliquescence complète. Les gens parlent de première mi-temps aboutie. Moi, je vois que dès la 17e minute, on commence à se désorganiser, on commence à se déstructurer. Et petit à petit, le bloc se délie. Et il suffit de regarder. Enfin, nous, les seules occasions qu'on a, mais ça, c'est sur tout le match, c'est sur des contres, sur des récupérations de balles hautes où on arrive à placer des contres rapides. Et sinon, les occasions, elles ont été côté Leipzig, quoi. Lionel, toi, ton avis sur donc, ce match en 2 temps? Après, Paris rentre assez bien dans le match, en pressant assez haut, en récupérant les ballons, dont le but qui amène une erreur, enfin, le but qui vient d'une erreur du défenseur de Leipzig qui n'arrive pas à bien contrer le pressing du Paris Saint-Germain. Après, je pense que physiquement, on a une équipe qui n'est pas capable de tenir un tel rythme pendant 90 minutes. Et le fait qu'on n'ait pas réussi à mettre ce deuxième but avec le pénalty raté de Di Maria a complètement cassé les jambes, cassé les pattes de cette équipe. Et mentalement et physiquement, n'étant pas au top,
ça a donné la suite qu'on a vue. Mais je vais revenir. Alors déjà, il y a une stat qui est marrante sur Di Maria. A priori, il a raté 2 pénaltys sur 3. Donc pourquoi le faire tirer lui? Mais au-delà de ça, enfin, oui, on était un peu mieux dans le jeu par rapport à ce qu'on a vu et on s'accroche à des chandelles parce qu'avant, on voyait rien du tout. Donc il y avait un peu de mieux, mais c'était pas un mieux qui était satisfaisant. On ne peut pas se satisfaire de ce qu'on fait en première mi-temps. Oui, le pressing est là. Oui, on arrive à récupérer des ballons. Mais par contre, on n'a aucun joueur qui est capable de créer le contre-décalage. C'est-à-dire que les temps d'avance que tu arrives à créer par ton pressing, tu es incapable de les créer en temps d'occasion. Et les temps d'occasion, bah, comme tu l'as dit, c'est quoi? C'est King qui récupère une erreur de Upamecano, et tu en as 2-3 dans cet acabit-là, où tu as des erreurs défensives de Leipzig, où tout à coup tu as des opportunités, et c'est d'ailleurs ce qui amène le péno. Mais en soi, tu n'as aucune action qui est construite. C'est-à-dire qu'on a à la fois un bloc haut, mais une incapacité à construire devant. Et tu ne peux pas te satisfaire de ça. J'ai entendu des commentaires dithyrambiques sur cette première mi-temps. Ça vaut pas des commentaires dithyrambiques. Les gens se sont grave emballés, quoi. Mais ils sont habitués. C'est pas que les gens se soient grave emballés, c'est que quand depuis 3-4 mois tu bouffes de la merde, on va dire, pour être franco, et que là, ben, aujourd'hui, on te donne un plat avec des haricots verts et du poisson, ben, tu as l'impression que voilà, c'est enfin quelque chose de gustatif. On est passé de la pâté pour chien au pâté Franprix. On a pris ça pour le quadrat. Non, mais oui, mais enfin, c'est pas parce que tu résous la première partie de l'équation que tu peux dire que tu as résolu l'équation, en fait. C'est pas parce que tu peux te dire. J'entends que par rapport à ce qui était proposé avant, ben, il y avait du mieux. Il y avait du mieux. Mais ce mieux-là est à des années-lumière de ce qu'on peut attendre. Bien sûr, mais c'est-à-dire qu'on le dit ce soir avec du recul. Attends, tu un peu là. Vas-y. On le dit ce soir avec du recul, en étant capable de revoir les choses avec un petit peu de temps. Mais sur le coup, quand tu vois ce que Paris propose pendant les 30 premières minutes, avec ce que Paris propose depuis le début de la saison, tu te dis, ah, ça change. Oui, les cas c'est-à-dire qu'on était une équipe qui fournissait un jeu qui était équivalent de 2 sur 20. Tu passes à du 11 sur 20 pendant 30 minutes, tu as l'impression que c'est exceptionnel, mais ça reste toujours moyen. Mais l'écart est tellement grandissime entre ce qu'on proposait en début de saison, qui était zéro, avec aucun bloc équipe, etc., et que pendant 30 minutes, il y a quelque chose qui ressemble un peu à quelque chose que tu as l'impression que c'est magnifique. J'entends. Après, il faut vraiment être conscient que, par exemple, tu proposes la même mi-temps que si on avait fait la même chose contre Liverpool il y a 2 ans. Tu fais la même mi-temps et en supposant que tu fais cette mi-temps tout le match, tu te fais taper. Oui. Tu es en train de dire qu'on a régressé. Ah, ça. Après, pour prendre le match de Liverpool, on peut dire ce qu'on veut, mais quand il te manque dans ton équipe Neymar, Mbappé et Verratti, surtout quand on voit le milieu de terrain un peu créatif qu'on a au Paris Saint-Germain, ça fait quand même beaucoup. C'est un autre sujet parce qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Et notamment de ce milieu aligné avec ses absences, puisqu'on disait souvent qu'on mettait un milieu à 3 défensifs, puisque les 2 de devant ne défendaient pas. Bon, on voit que quand ils ne sont pas là, on a toujours ce même milieu aligné. Et puis au terme de, si tu veux partir là-dessus, sur le kilométrage, on est toujours 10 km le kilométrage par rue n'était pas relatif à Neymar et Mbappé. Enfin, on a là encore couru 10 km de moins. Ça peut changer. On reviendra plus particulièrement sur Danilo, Marquinhos, on fera un débat sur leur poste tout à l'heure. Donc au-delà de ça, on va parler du coaching de Tourelle en cours de match. Lionel, qu'est-ce que tu as pensé de son coaching en cours de match? Écoute, on est mené. Tu as Sarabia, alors qui n'est pas un match exceptionnel, mais qui est quand même un joueur qui est capable d'apporter offensivement, sur un coup d'éclat, de faire quelque chose. Même si, alors, c'est pas un joueur de top joueur mondial. Tu fais rentrer Thilo Kehrer. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute d'autres commentaires? Braias. Voilà, la spéciale Thomas Tuchel remplace ses latéraux à la 60e minute, quel que soit le scénario du match, on la connaît maintenant et elle ne mérite même plus un commentaire. Non, mais c'est même pas remplacer un latéral. Oui, non, mais je sais, mais si tu veux, tu fais rentrer un joueur. Ça j'entends. Mais le truc, c'est que tu veux, c'est
en effet, là, il fait sortir Sarabia, mais c'est le fait de, à chaque fois, quel que soit le scénario du match, juste changer les latéraux. Non, mais c'est même pas Sarabia. C'est-à-dire que tu fais rentrer Thilo Kehrer, Et Baker. qui ne va pas, même pas t'apporter Oui, mais j'entends. peut-être d'excentrer le jeu, quoi que ce soit. C'est-à-dire que ça servait. C'est-à-dire il doit faire entrer, il doit faire sortir Sarabia pour faire entrer, je sais pas moi, à l'époque, un Thomas Meunier. Bon, à la rigueur, j'aurais pu entendre. Mais Thilo Kehrer, c'est-à-dire qu'il apporterait quoi, en fait, offensivement? J'entends. Mais il a le truc de vouloir remplacer les latéraux ou de renforcer ses ailes à la 60e minute, quel que soit le scénario du match depuis le début de la saison, qui est juste une constante, qui est inexplicable et qui se... C'est explicable parce qu'en fait, il a lu le livre d'Emery, où Emery aimait beaucoup changer les latéraux en cours de match. C'était pas la même chose. Je plaisante. C'était pas la même chose. Emery, quand il faisait rentrer à latéral à la place d'un autre, Coquet, il mettait un doublé en finale de Coupe d'Europe contre le Liverpool de club. Je plaisante, hein, je taquine. Je sais. T'aimes bien parler d'Emery depuis quelques podcasts, on sent l'amour grandissant que t'avais finalement pour. Non, mais c'est juste que je pensais pas que Tuchel aurait pu faire pire, en fait, qu'Emery. C'est surtout ça, en fait. Mais là, au-delà de ce changement de latéraux, alors qu'on est mené 1-2, il y a aussi une absence de réaction totale entre le 1-1 puis ensuite le 1-2, où on voit Leipzig qui fait entrer 2 attaquants à 1 partout, je crois, ou à 2-1. Et Tourelle, on voit que ça marche. Enfin, il ne joue plus entre la 30e et la 60e, et il attend d'être mené pour faire ses premiers changements, alors qu'on ne fait plus rien. Et puis il n'attend pas d'être mené, c'est bien après avoir été mené. Il y a juste, si tu veux, c'est la règle en coaching. Pour moi, le match référence par rapport à ça, c'était un Juventus Munich entre Allegri et Guardiola, où chaque coach se répondait l'un à l'autre. Et là, si tu veux, tu as Nagelsmann qui fait des changements et tu as Tourelle qui reste sur son banc, qui n'en fait aucun. D'ailleurs, il faudrait peut-être faire un mot sur l'attitude de Tourelle sur ce match, qui n'était pas du tout la même que sur les matchs précédents. Alors, je veux bien qu'on lui ait enlevé son plâtre, mais là, sur ce match, il était concerné, comme par hasard, parce qu'il jouait Leipzig. Nagelsmann, il avait vraiment pas envie de perdre. Et on a senti une attitude qui était différente sur le banc, alors que sur les autres matchs, et ça devrait nous interroger sur pourquoi en fin de match. Pourquoi il devait avoir une telle attitude sur les autres matchs où justement il n'avait pas d'attitude. C'est comme s'il en avait rien à foutre de ce qui se passait. Là, ponctuellement, il en avait quelque chose à foutre de ce qui se passait. Et même en compte d'après-match, d'habitude, il est agressif, là, il était larmoyant. Il voulait pas perdre. Ouais, et puis vu qu'il adore les 8 et qu'il en demandait depuis quelques temps, il fait rentrer Rafinha à la 85e. C'était pas mal. Mais ça, il faut en toucher un mot. C'est au niveau des choix. C'est pourquoi ne pas commencer avec Rafinha. Tu proposes le même plan de jeu. Tu mets Rafinha. Tu peux pas non plus dire que Herrera Gueye sur cette première mi-temps, à eux deux, justifie le fait de se priver d'un Rafinha, même un Rafinha à court de forme, qui permet l'accélérateur de particules qui te faisait tant défaut, qui te permet de trouver les attaquants autrement que juste en récupérant par ton contre-pressing la balle de Leipzig dans des positions délicates pour Leipzig. Et est-ce que tu es d'accord avec Bref? J'ai vu des supporters qui disaient que Tourelle n'avait pas de choix parce que Rafinha n'est pas prêt. Est-ce que pour toi, il avait le choix d'aligner un milieu plus créatif, plus joueur? Après, moi, si je peux répondre. Oui, c'est toi que je pose la question. Excuse-moi, pardon. Le truc, c'est qu'on voit que le Paris Saint-Germain a fait 30 premières bonnes minutes et on n'a pas été loin de mener 2-0. Et je pense que si on menait 2-0, on était capable de mener 3-0. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'état de forme de cette équipe, il n'y a pas intérêt à essayer d'attaquer fort dès le départ pour essayer de mettre 2 ou 3 et après, essayer d'avoir un bloc bas, de défendre et surtout quand tu as un gardien comme Navas qui est capable de te tenir en match. À mon humble avis, aujourd'hui, dans l'état de forme du Paris Saint-Germain, c'est essayer de mettre toutes les forces dès le départ et à la fin du match, essayer de résister, mais pas chercher de courir après le score en fin de match. Et depuis le début, quand on voit depuis le début de la saison, tous les matchs où on a dû courir après le score, on n'a jamais réussi à revenir. On perd contre l'OM comme ça, on perd contre Lens, j'ai pas les autres trucs, mais contre Manchester, pareil, quand on a été mené, on a réussi à revenir, mais pour finir complètement. Latéraux pour latéraux encore contre Manchester United. Oui, mais tout ça pour dire qu'à chaque fois, les joueurs sont dans un état de forme qui fait qu'on n'est pas capable de pousser en fin de match. Donc il faut marquer dès le départ, il faut être créatif dès le départ. Et même si Rafinha, il a que 45 minutes, il faut l'utiliser dès le départ. Quand il rentre en fin de match avec une équipe qui est complètement à la ramasse, c'est pas un joueur qui est capable de prendre un ballon et de parcourir 30-40 mètres avec. C'est un joueur qui accélère le jeu via un contrôle, une passe et ses déplacements. Et
pour pouvoir utiliser un tel profil, il faut que les joueurs autour soient capables aussi d'être en mouvement. Quand tu le fais rentrer, bon déjà il est entré à 85e minute, mais quand tu le fais rentrer même à la 70e minute avec une équipe qui ne peut plus mettre un pied devant l'autre, il devient un joueur lambda, voire inutile. Donc pour moi c'est incompréhensible en fait. Et je voulais juste revenir sur Navas. Il y a un truc qu'on met pas assez en avant, c'est l'énormissime sauvetage de Navas à la 7e ou 8e minute, enfin juste après qu'on ait mis le but. C'est une occasion qui est encore plus claire que celle qu'on met. Et voilà, ça met en perspective cette fameuse première mi-temps exceptionnelle. Alors, le sauvetage, c'est pas Navas, c'est Florenzi qui le dégage le ballon. Non, en deuxième temps. Non, le premier temps, Navas l'arrête et Florenzi la dégage en deuxième temps. Mais ce que je veux dire par là, si tu veux, c'est qu'en soi, les occasions franches sur cette première mi-temps qui était dantesque du Paris Saint-Germain, elles ont été autant côté Leipzig que côté Paris Saint-Germain. Et même, on pourrait même aller plus loin dans le sens où Paris Saint-Germain est essentiellement. Alors, sur le penalty, c'est moins clair. Sur le penalty, c'est plus construit. Mais en tout cas, sur le premier but, c'est clairement une erreur de la défense de Leipzig qui nous permet de récupérer une action. Et il y en a une deuxième comme ça. Alors que les quelques actions de Leipzig en première mi-temps, elles sont construites et clairement, ils nous dépassent. C'est ce qu'a dit Nagelsmann, le PSG se trouve des occasions que sur nos erreurs, alors que nous, on a réussi à s'en créer. C'est exactement ça. Et c'est ce qui s'est passé dans cette première mi-temps. Beaucoup de supporters ont dit quel melon de Nagelsmann face à un PSG décimé. Cette première mi-temps, il y avait du mieux, mais dire qu'il y a du mieux, ce n'est pas dire que c'était. Lionel, tu as le bon sens du timing. Quand United, juste avant le deuxième but, tu dis il faut sortir Danilo, il est cramé. Et là, il y a le deuxième but avec Danilo dans la rue. Et là, tu dis il faut sortir Gay. Et 30 secondes après, il y a son rouge. Ouais, mais même ça fait un moment que je t'envoyais, je crois, des messages. C'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'il fait Gay toujours sur le terrain? Depuis le début du match, Depuis le début du match, Gay. Oui, depuis le début du match. Mais là, je sentais vraiment que ça devenait problématique. On a eu. En début de première mi-temps, on a eu 5-10 minutes où l'équipe essaie de presser haut, et le seul qui était tout le temps à contre-temps, c'était Gay. Oui, complètement. Et comment ça d'ailleurs on va en parler dans les cas individuels, mais pour le cas Gay, aucun sens tactique. On va en parler aux individus. On y passe. Bon, Navas, il n'y a pas grand-chose à dire, à part son sauvetage à la 8e, je pense. Oui, énormément. Si, il y a des choses à dire. Oui, voilà, mais au-delà de ça, c'est-à-dire que tu as les centraux qui s'écartent sur les ailes et il n'utilise jamais cette arme-là. C'est-à-dire que systématiquement, il va chercher une relance dans l'axe plutôt que de chercher à construire pour pouvoir ensuite dégager au pied. C'est pas seulement un jeu au pied déficient, c'est une compréhension tactique qui est déficiente. C'est-à-dire qu'il a. Est-ce que c'est pas une consigne de la famille Marquinhos je pense pas. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu demanderas à consigne? Parce que c'est très clair Kimpembe qui passait son temps, et même Danilo, qui a pas les réflexes de centraux, etc. Le seul truc de central qu'il était en train de respecter, c'était de s'écarter sur une aile pour offrir une possibilité de passe qui permettait de relancer proprement. Et ça, il l'a utilisé quasiment jamais. Après ça, c'est la critique sur Navas. Il faut dire une chose, il nous sauve. Il nous sauve. Donc il y a plus de positif à dire que de négatif, mais sur le négatif, il y a son jeu au pied et sa compréhension tactique qui pose problème et qui est un problème qui est consistant. On va passer au centraux, la paire. Je pense pas qu'il ait grand-chose à dire sur Navas. Lionel, tu veux dire quelque chose sur Navas? Non, après, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Brest, c'est-à-dire que c'est un gardien qui est exceptionnel dans le travail du gardien pur. Maintenant, on n'a tellement pas eu de bons gardiens ces dernières années qu'on va s'en contenter et être très heureux déjà que. C'est pas Neuer, quoi. C'est un gardien à l'ancienne. Oui, mais même, par exemple, quand on essaie de comparer avec Bernard Lama était un gardien très moderne déjà à son époque, qui comprenait le jeu, qui était vraiment une autre dimension, quoi. Bon, mais Navas, je suis quand même très content de l'avoir aujourd'hui. Je pense qu'on est tous contents d'avoir aujourd'hui aussi, malgré tout, Navas. Avec les autres problèmes qu'on a, c'est sûr que c'est pas... C'est pas la priorité, on va dire, actuelle. On va passer donc à cette défense centrale, Kimpembe, Danilo. Qu'est-ce que tu as pensé de cette paire, Lionel? De toute façon, elle n'est pas complémentaire. Parce que Kimpembe a besoin quand même de ce défenseur à côté de lui qui est capable de couvrir. Or là, avec Danilo, il peut couvrir, mais on voit bien qu'il n'a pas les réflexes de défenseur. Et Kimpembe a cette qualité d'être très bon quand il est rassuré. Mais à partir du moment où il a moins cette assurance à ses côtés, il déjoue
et devient très friable. Et on le sent en fait quand il est avec Marquinhos et même en fin de saison dernière avec Thiago Silva et qu'il est en confiance, c'est un excellent défenseur. Mais mettre Danilo à côté de Kimpembe, c'est tuer Kimpembe, c'est tuer Danilo, c'est tuer Marquinhos. Enfin, c'est incompréhensible. Enfin, cette défense centrale, elle n'est pas viable. Et quand j'entends qu'il a pour projet de faire une défense centrale Kimpembe-KR, Ce sera le cas, hein, je pense. Ouais. j'ai envie de chialer en fait. C'est pire. C'est surtout pire quand tu penses 2 secondes que Kim Marquis, potentiellement, c'est une des meilleures. Enfin, j'arrive pas à. Une des meilleures charnières du monde. Une des meilleures. Pas forcément. Ouais, enfin, en gros, c'est. En termes de complémentarité, oui, je suis d'accord. Mais moi, c'est ce que j'ai dit depuis le départ. C'est qu'à partir du moment où tu as cette charnière qui est aussi complémentaire, tu la mets et après tu te démerdes devant en fait, pour mettre le terrain. Et je voulais juste rajouter sur Kim, il faut se rappeler que Kim, il y a 3 semaines, on était en train de se demander s'il était top 10 monde, voire top 5 monde en tant que DC. Et là, on a vu un Kim qui était relativement bon en première mi-temps, mais c'est pas non plus, comme tu le dis très bien, c'est pas non plus le Kim qui est impérial de tout temps et un Kim qui part complètement en sucette après. Et pourquoi? C'est incompréhensible. C'est potentiellement, tu as au moins une ligne qui est claire, qui est limpide, qui est posée, et bah, tu la poses et tu te démerdes ensuite, quoi. Tu veux rajouter quelque chose du coup sur la défense, non? Bah non, je l'ai dit, tu poses marqué Kim et t'arrêtes de faire chier. On en parlera tout à l'heure avec le marquis Danilo. Je suis un peu moins d'accord que vous là-dessus. On va passer aux latéraux. Kurzawa et Florenzi. Dryas, qu'est-ce que tu as pensé de la performance des deux joueurs de côté? Florenzi, des faiblesses auxquelles on pouvait s'attendre, un peu limité offensivement, mais de sa faute. Enfin, d'une manière générale, j'avais l'impression que le bloc équipe devait être en bloc et donc les latéraux devaient rester derrière. Kurzawa, encore très très bon dans pas mal de choses, les reprises de la tête, enfin très utile, mais somme toute insuffisant. Alors après, est-ce que l'insuffisance venait de directives, ce qui est fort probable, c'est possible. Et une fois qu'il n'y avait plus aucune structure, bah, qu'est-ce que tu veux faire? Lionel? Non, je pense que Dryas a tout dit. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Juste une chose, c'est que je trouve que Kurzawa, cette année, alors je ne sais pas s'il y a une prise de conscience, je le trouve, footballistiquement parlant, bien mieux que ce qu'on a pu voir depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Une stat qui étaye la théorie de Dryas, que sur une consigne qui soit comptée, il n'y a eu que 2 centres des latéraux dans ce match. Un de Kurzawa, un de Florenzi. On va passer, on a déjà un peu parlé du milieu, mais on va le voir un peu plus près. Donc ce milieu, Marquinhos, Gueye, Herrera, Dryas, individuellement et collectivement, c'est 3. Herrera commence par une belle bourde qui a failli donner un but, sinon moyen plus. Il est un peu dans le dur en ce moment. Ouais, mais en fait, Herrera, il a besoin d'être aligné à côté d'un patron. Et à partir du moment où il y a un patron, il est capable de compenser le patron, de s'adapter au patron, de machin, truc. Et quand tu t'alignes un milieu comme ça, bah oui, clairement, le patron, c'est Marquinhos, mais c'est un patron qui est très bas. Et Herrera, son utilité est plus discutable dans ce cas-là. Et voilà. Marquinhos, très bon, quelques sautes de concentration, très très bon. Après, sur le but, il n'est pas directement responsable. C'est bien plus Herrera qui est responsable. Mais voilà, peut y avoir des choses à redire. Fondamentalement, on est en train de se rendre compte, alors qu'avant, on était en train de se dire que c'est peut-être une solution, sans doute parce qu'il était aligné avec Marco Verratti. On est en train de se rendre compte que c'est pas son poste, tout simplement. Et qu'il est bien meilleur en centrale. Sa manière d'agresser les ballons, sa manière de transmettre des passes, elle serait tout autant utile en centrale. Ça ne changerait pas grand-chose s'il les faisait 3 mètres derrière par rapport à où il est en centrale. Et voilà. Et sur Gay, que dire? Je crois qu'il fait une récupération utile dans le match, en fait. Et je crois que son apport se limite à ça. Après, il court partout, mais je suis pas sûr, même dans la phase de possession haute, il est là, mais il est pas le joueur que tu veux mettre en avant. Et après, sa deuxième mi-temps est catastrophique. Et comment tu expliques qu'après tant de gros matchs où Gay traverse comme un fantôme, il soit toujours là? Ça, je l'ai expliqué sur WhatsApp. Il y a une photo de Thomas Tuchel qui embrasse Gay et que dire de plus?
D'habitude, il le sort à la mi-temps, il aurait peut-être mieux fait de le faire, on aurait pu finir. Ce qui serait pas mal, c'est qu'il arrête de faire rentrer à la mi-temps et que par rapport à ce que disait Lionel, c'est. Déjà, le prochain match, il ne jouera pas, il est suspendu. Non, mais il y a un moment où, si tu veux, quand tu commences à être complètement déstructuré et tout, bah, peut-être qu'un gars, il peut être utile à ce moment-là, à courir partout et nulle part. Tout à coup, quand tu es déstructuré, il peut se retrouver au bon endroit et tout ça. Mais arrête de construire des compos où au début du match, tu as besoin de construire quelque chose. Arrête de mettre ce joueur. Il est contre-productif, quoi. Et voilà. Lionel, ton avis sur le milieu? Herrera, il y a aussi un truc à prendre en compte, c'est que je me demande c'est quand la dernière fois qu'Herrera a pu enchaîner autant de matchs avec une équipe. Ces dernières années, c'est un joueur qui a été souvent blessé. Et donc, est-ce qu'il a cette habitude de pouvoir répéter autant de prestations, en plus en prenant en compte que visiblement, il n'a pas eu une préparation physique optimale. C'est pas un leader de milieu, c'est un joueur qui est, comme a dit Dreas, bon à côté d'un patron. Et dans ce milieu, Marquinhos, c'est un patron de l'équipe, mais je pense que son poste, c'est pas le terrain, donc on peut pas vraiment dire que c'est un patron. Et Gay, bon, je pense qu'on va pas tirer sur l'ambulance. Ouais, on va passer aux ailiers, Di Maria et Sarabia. Lionel, qu'est-ce que tu as pensé de cette paire? Sarabia. Je me souviens plus de sa prestation, c'est pour dire. C'est vrai que quand il marque pas ou qu'il fait pas de passe D, Sarabia en ce moment, on se souvient plus trop de ce qu'il fait. Ouais, je pense que c'est un joueur qui est un peu comme Herrera, c'est-à-dire que c'est un joueur enfin, je dirais plus comme Rafinha, c'est-à-dire que c'est un joueur qui est très bon à partir du moment où autour de lui il y a de la mobilité, que le collectif est en place, etc. Quand il y a cette espèce de bouillie de football, c'est un joueur qui n'est pas utile parce que c'est pas un joueur qui est capable de percuter pour dribbler, c'est pas un joueur qui va porter le ballon c'est un joueur qui a vraiment cette culture un peu, on va dire, espagnole, qui est capable de jouer en 2 touches de balle, se déplacer, être dans les bonnes zones. Et aujourd'hui, la façon dont le Paris Saint-Germain joue ne peut pas mettre en valeur un joueur comme Sarabia. Après, Di Maria, je crois c'est 10 bonnes premières minutes. Il n'a pas le rythme. Puis le penalty qu'il rate, ça a fini de l'achever. Et c'est un joueur qui est mentalement friable. Et à partir du moment où c'est parti, on sait que Di Maria, ça devient n'importe quoi. On va d'abord parler Di Maria. Enfin, ouais, les 10 bonnes premières minutes dans lesquelles il fait 2 centres qui sont aux fraises, en fait. Il fait 2 centres pour personne. C'est-à-dire qu'il a fait quelques mouvements qui étaient utiles. Il y a des fois où il était isolé contre 3 joueurs, il arrivait à s'en sortir. Il est capable de faire des gris-gris. Mais dans la participation collective, je ne l'ai pas trouvé si ouf que ça. Après, le pauvre, c'est le seul créatif sur le terrain. Ça, oui. Mais tu vois, quand c'est le seul créatif sur le terrain et que tout à coup, il te fait une transversale qui est pour un joueur de Leipzig et que c'était évident qu'elle n'était pas bonne et qu'elle n'avait aucune chance d'arriver, il y a un moment où il faut quand même le pointer. C'est pas non plus un ballon perdu parce que tu es pressé ou parce que X ou Y. Et concernant Sarabia, j'aimerais tempérer le jugement un tout petit peu par rapport à... Bon, après, il faudrait le faire aussi pour Di Maria, par rapport à ces fameuses 6 très bonnes minutes du Paris Saint-Germain, où il joue sa partition collective. C'est-à-dire que ce n'est pas un joueur de qui tu peux attendre des accélérations, mais il est là pour garder la balle, pour la redistribuer relativement proprement. Et voilà. Et puis après, je conclurai comme Lionel a conclu sur Gay, et on ne va pas tirer sur l'ambulance. On était déjà passé aux ailiers. Hein. Tu avais déjà fait le milieu. Tu vois Gay milieu et non, mais non, je fais la même chose. Pour Sarabia. Mais c'est vrai que Sarabia et Herrera, même Florenzi, même Draxler, on a pas mal de joueurs qui sont dépendants d'un jeu de mouvement et d'un jeu de collectif huilé. Mais d'une manière générale, être utile, d'une manière générale, quand tu es un joueur de foot, est-ce que tu es fait pour jouer d'une manière statique? Di Maria, lui, que tu joues bien ou pas, ça va être toujours le même type de jeu. Oui, mais Di Maria, tu as quelques joueurs qui sont comme ça, mais c'est pas comme ça que tu construis une équipe. Un joueur comme Neymar, par exemple, n'a pas cette nécessité. Oui, parce qu'il est hors catégorie. Il est hors catégorie, mais je pense que tu mets un Thiago Alcantara. Enfin non, Thiago Alcantara, il a apporté, mais d'une manière générale, tu mets beaucoup de joueurs dans le schéma de jeu de Thomas Tuchel. Tu en as beaucoup qui sont dans la merde et c'est beaucoup de joueurs qui pourraient
briller, ne serait-ce qu'en étant sur le banc et en rentrant de temps en temps, si tu avais une structure un petit peu plus cohérente. Je vois un schéma de Tourelle, je vois pas de schéma de jeu. Par contre. Oui, ça, mais c'est pour On ça que va- j'ai appelé schéma de Tourelle, j'ai pas dit On schéma va de jeu. finir avec une bonne note, une bonne surprise en ce moment qui est Moïse Kean. Marias, qu'est-ce que tu as pensé de sa performance? Bah, monstrueux, monstrueux. Il a une tonne d'imprécision technique, mais à la fois il a une tonne d'imprécision technique et qu'est-ce qui pèse sur les défenses? Opportuniste, capable de profiter des erreurs adverses, capable de créer des situations, capable de se retourner. Un avant-centre très intelligent, très généreux, euh, avec pas mal d'imprécisions qui vont avec, mais le poids qui pèse sur les défenses valent toutes les imprécisions qu'il peut commettre. Lionel? Non, je suis assez d'accord. C'est un joueur que j'aimais bien. J'en avais parlé, je crois, il y a 2 ans. Son contrat il était en fin de contrat. Là, avait réussi à le prolonger in extremis avant de le vendre à Everton. C'est un joueur que j'aime bien. Après, c'est un joueur qui est perfectible, qui doit travailler aussi un peu à la finition. Il a une belle frappe. C'est un joueur qui est assez mobile. Ça change un peu, par exemple, d'un Icardi, que j'aime beaucoup aussi. Mais quand on voit un peu, par exemple, un joueur comme Neymar ou Mbappé, je pense que Keane a cet avantage de pouvoir un peu plus euh, faire le travail qu'ils ont besoin, que Icardi fait un peu moins quand il n'est pas en forme physiquement. Du coup, tu penses que Kean va mettre Icardi sur le banc au retour de l'Argentin? Je sais pas, je pense que le problème avec Icardi, c'est aussi c'est un attaquant, les attaquants donnent confiance. Et si tu sens que ton coach n'est pas un grand fan de toi, est-ce que tu arrives à trouver cette confiance, ce surplus de motivation pour aller lui montrer que tu es l'homme de la situation? Et tu vois, par rapport à la question que tu poses, on a vu à un moment une très belle relation entre Kylian Mbappé et Icardi. Oui, Pas sûr que cette très belle relation pourrait s'évoluer, en tout cas de cette manière-là, avec Keane. Keane est très fort pour ses appels, mais beaucoup moins fort pour son Bon, mais positionnement. dans le jeu actuel, est-ce que Oui, non, mais par rapport à ta question, Keane est très fort pour les appels. Et là-dessus, Kalimundo était tout aussi fort, soit dit en passant. Mais Keane est très fort pour ses appels, mais dans le positionnement dans la surface, il est beaucoup moins efficace qu'un Mauro Icardi, par Ok, exemple. est-ce que c'est pas ton avis? C'est est-ce que tu penses avec Tourelle et tout ça que Kean va sauter Icardi? Pas ton choix, hein. Ah, Qu'est-ce bah, que tu vois? ouais, il y a une logique. De toute façon, il mettait Icardi sur le banc pour Cavani. Il a attendu la première méforme d'Icardi pour mettre Icardi sur le banc. Pourquoi? Parce Dans qu'Icardi. 3 mois quand même. 3 mois de méforme d'Icardi, entre janvier et mars. Oh, t'es Oh, sûr? il avait fait 6-7 matchs bien pauvres. Bon, peut-être. Mais j'ai l'impression qu'Icardi, c'était un choix Ah, c'est un choix de Léo. C'est un choix Léo, de Léo, voilà. Et que dès qu'il a pu, il l'a jarté. Et j'ai l'impression qu'il n'aime pas Icardi, qu'il sait pas. Peut-être qu'il ne sait pas jouer avec Icardi, mais moi j'interprète ça comme il n'aime pas Icardi et j'ai l'impression qu'il va Bon, profiter ça, dès qu'il en a l'opportunité on de va en mettre parler Icardi sur le banc. dans la session direction sportive, parce que c'est vrai que si on a encore mis 50 millions sur nos 65 sur un joueur qui sera peut-être T'avais remplaçant pas d'un le mec choix. prêté sans T'avais option pas le d'achat, choix. T'avais pas le ce choix. sera peut-être. Oui, mais ça montre un problème direction coach qui n'est pas nouveau. Un petit focus sur le Danilo DC, Marquinhos 6. Drayas, oui, toi ça te plaît pas. Explique Ah pourquoi. bah, c'est un non-sens absolu. Enfin, Danilo n'a pas les qualités pour être défenseur central. Il a une qualité pour être défenseur central qui est son jeu de tête. Mais passer ça, la grande faiblesse de Danilo, c'est quand il est pris dans son dos. Et quand il est pris dans son dos et qu'il est milieu de terrain, ça va, tu as des essais qui peuvent récupérer la situation, mais quand il est pris dans son dos et qu'il est défenseur central, c'est la merde. En plus de ça, il n'est pas du tout adaptable à Kimpembe, comme Lionel l'a très bien montré tout à l'heure. Enfin, pour moi, c'est une catastrophe en puissance de vouloir absolument mettre Danilo en centrale. Ensuite de ça, quand tu parles de l'autre du problème, qui est Marquinhos, Marquinhos en centrale, c'est pas un problème, c'est une solution. Voilà, c'est un no-brainer. Tu mets Marquinhos en centrale et ensuite tu te démerdes pour le reste. Lionel, Ça tout dit. J'ai rien à ajouter. moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que la place de Danilo, c'est sur le banc. Après, je le préfère DC que milieu. Et il y a un autre choix, c'est que. C'était une autre question, ça. Ah oui, oui, mais effectivement, Là, ensuite. je suis d'accord avec Dreyas, c'est-à-dire que moi, je suis d'accord avec toi pour dire que Danilo en milieu de terrain, surtout dans le style du Paris Saint-Germain, c'est une erreur parce qu'il n'est pas assez mobile. Mais si tu me dis à choisir entre Marquinhos, Dessau, milieu de terrain, non, tu fais comme Dreyas a dit, c'est milieu. Bon, après, je te laisse finir.
Oui, non, je dis que c'est une solution en décès, mais derrière, on a quoi au milieu? Parce que c'est aussi important la bataille du milieu, on l'a vu. Alors déjà, Laisse-moi finir. pardon. Laisse-moi finir. On a une solution qui n'est pas l'idéal, et Darius, tu sais très bien que c'est pour toi non plus, c'est pas l'idéal. La solution d'un 6 qui est Verratti, avec Non, l'effectif c'est pas- actuel. Et si c'est pas avec Verratti, la Verratti. deuxième meilleure 6 de l'effectif, je suis désolé, c'est Marquinhos. Non. Deuxièmement, du moment que tu mets pas Verratti 6, le meilleur complément à Verratti, on a vu que c'était Marquinhos pour un milieu de terrain. Ça, à la limite, c'est le truc qu'on a vu qui fonctionnait. Ça, c'est le truc qu'on a vu qui fonctionnait. Mais le truc, alors déjà, la première chose, si tu veux, c'est que pour l'instant, Danilo, tu es en train de dire c'est un 6 no-go. Pour l'instant, moi, j'en sais rien. Je l'ai juste vu sur un match où j'ai vu des qualités. Danilo, il a une qualité que j'ai vue. C'est une qualité de placement. C'est-à-dire qu'il est capable d'anticiper où ça va être et il va être à cet endroit-là. Et à ce titre-là, il a vraiment une caractéristique de 6. Maintenant, moi, j'aimerais bien voir Danilo associé, par exemple, avec un Draxler et Rafinha devant, avec un Draxler qui aurait pour consigne Il y aura Verratti. non, oui, ça, j'ai entendu. Mais tu vois, j'aimerais bien voir Danilo dans d'autres configurations avant de me dire, bon, on le met sur le banc, il n'y a rien à en tirer, etc., etc. Pour l'instant, rappelons-nous d'une chose, c'est que le mec, on l'a vu une fois au milieu, c'était son premier match. Et on est déjà en train de tirer des plans sur la comète et ça y est, c'est fini, on peut rien en tirer. Non, peut-être qu'il y a quelque chose à en tirer en réfléchissant à l'équipe, en posant l'équipe d'une manière différente et j'ai pas envie d'enterrer. Alors après, je lui ai vu aussi des défauts rédhibitoires comme son incapacité à se retourner, son incapacité à faire des passes, etc., y compris des passes qui vont directement en tribune. Oui, ça oui, mais on va pas l'enterrer. Et pour revenir sur Marquis, oui, la meilleure charnière à l'heure actuelle, si tu réfléchis, c'est un milieu à deux avec Marquis et Verratti. Mais Marquis est tellement beau en centrale que tu te trouves des solutions. Tu as une base solide, tu la poses et ensuite de ça, tu vas trouver des solutions pour fonctionner avec ça. Et je sais que c'est la merde au milieu. Je sais que c'est la merde au milieu pour avoir des solutions au milieu. Mais je sais que c'est la merde au milieu. Mais arrête de te priver de ton meilleur décès. Fournis des bons milieux. Oui, mais arrête de te priver de ton meilleur décès. Il y a Régis Brouard qui a parlé ce matin sur Pereira. Moi, je le suis un peu là-dessus. C'est que qu'est-ce qui a marché en Ligue des Champions avant finale 8, c'est le contre-pressing. Et lui dit Danilo Pereira est un milieu de terrain défensif semi-actif. Son seul rôle, c'est de couper les angles de passe, les intervalles, de temps en temps d'aller choper le ballon dans les pieds adverses. Quand il a le ballon, il oriente dans le jeu court. Marquinhos, lui, quand il est au milieu de terrain, c'est un joueur actif, c'est-à-dire que quand l'équipe adverse récupère le ballon, il est le premier détonateur pour vouloir le récupérer vite, soit en forçant l'erreur d'adversaire ou en permettant à un partenaire de le récupérer. Tourelle, dans sa réflexion, veut utiliser Marquinhos pour privilégier une récupération haute. Ce que tu oublies dans cette réflexion-là, c'est que Marquinhos n'a pas une culture de 6 et effectivement, il va se jeter comme un chien fou vers une solution. Ça prend. Oui, mais du coup, comme il va avoir une défense qui va être proactive, c'est-à-dire qu'il va aller vers le porteur du ballon, il est en train de libérer des espaces dans son dos. Là où un Danilo et sa qualité justement de défenseur passif, qui est une très bonne qualité. C'est le mec qui va justement pas se jeter sur le porteur du ballon, qui va regarder la situation, voir où la balle peut venir, et ce que Marquis ne sait pas faire. Et c'est un défaut. Alors tu arrives à le compenser quand tu vas l'associer à Marco Verratti, parce que à deux, ils arrivent à couvrir la zone. Mais putain, t'en prives pas. Dans ce que tu dis, non, juste dans ce que tu dis, Dreas, que ce soit que tu veux voir Danilo avec un Rafinha et Draxler à côté. Non, c'est une solution que j'ai envie de voir pour pas enterrer Danilo. Dans ce Danilo que tu décris de ce qu'est Danilo, c'est que Tourelle veut du contre-pressing. Qui est le meilleur 6 entre Marquinhos et Danilo pour un contre-pressing? À l'heure actuelle, on n'a pas de milieu qui sont bons pour un contre-pressing. Marquis est bon pour un contre-pressing, mais il oublie des choses et sa valeur ajoutée en contre-pressing, il l'apporte aussi en centrale. Parce que Danilo, c'est clairement un joueur de possession basse, un peu active à la Portugal. Quoi. Pas nécessairement dans le sens où il est capable d'anticiper les trajectoires de balles et donc il peut être utile non pas au contre-pressing. Enfin, c'est complexe à décrire. Mais Lionel, après Danilo a surtout été utilisé au Portugal avec une défense qui joue aussi très basse. Si tu places le bloc plus haut, il ne pourra pas aider à ses défenseurs. Donc, ça sera peut-être, alors que je me trompe, mais ce sera peut-être moins rédhibitoire si tu places la défense Marquis, Kimpembe qui est capable de jouer plus haut et d'avoir Danilo à leur côté et qui est aussi capable de se mettre entre les deux. Avec un milieu de terrain, par exemple, Danilo, Verratti et Draxler ou Danilo, Verratti, Rafinha. C'est quand même encore un recrutement très chelou, Danilo. Oui, ça, je suis d'accord. Et je pense qu'on pourra aborder le sujet quand on parlera aussi de la paire
Tuchel, Leonardo. Ouais. Tu veux rajouter quelque chose, Seb? Bah oui, non, mais c'est sûr que, tu vois, moi, Danilo, j'ai envie de le voir un peu plus qu'un match pour me faire une idée, mais j'ai déjà un embryon d'idée et j'ai même pas l'impression que ce soit une solution, si tu veux. Mais ce qui est paradoxal, c'est que quand tu lis l'article de Régis Brouard, je suis pas complètement d'accord, mais pour des raisons différentes de toi. C'est-à-dire que pour moi, effectivement, bah, Danilo ne peut pas jouer ailleurs que milieu de terrain. Et je pense que Régis Brouard le dit très bien. Pour moi, Daniel ne peut pas jouer ailleurs que sur le banc. Ça, c'est un autre débat et je pense qu'il est tranché trop tôt de ton côté. On verra. Tu me disais la même chose sur Gaïa il y a un an. Mais il y a des chances que je te rejoigne très vite. On verra par la suite. Il faut s'il est utilisé un peu au milieu. On verra ça avec les retours, notamment de Kerrer, Verratti. Il risque d'être sur le banc ou doublure de Kerrer. Ou un décès. On verra ça plus tard. On va parler des beaucoup d'absences PSG, beaucoup de blessures. Est-ce que c'est une excuse pour Tourelle? Et pourquoi tous ces blessés? Est-ce que c'est lié au Covid? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que c'est une habitude sous les équipes de Tourelle? Qu'est-ce que tu penses de toutes ces blessures, notamment en plus avec les sélections qui sont rapprochées? On sait que Neymar est encore appelé là, Mbappé est encore appelé. Je pense que les joueurs, si tu t'amuses à faire le compte, n'ont pas eu un moment pour passer à autre chose. Depuis 18 mois. Oui, mais non, mais tu passes à autre chose une semaine, c'est pas genre tu coupes pendant 3 semaines et tu reviens. Entre les sélections nationales, etc., il n'y a que ceux qui n'étaient pas... Enfin, grosso modo, les joueurs, ils ont eu maximum une semaine par-ci, une semaine par-là, et c'est jamais allé plus loin. Et je pense que ça pose un vrai problème. Et c'est là où tu mesures l'impact du mental. C'est-à-dire que les joueurs se pètent, c'est pas un phénomène qui est parisien. Je crois que le chiffre, c'est 57% de plus de blessures cette saison par rapport aux saisons précédentes, ce qui est monstrueux. Et ça concerne tous les clubs, sauf Munich, mais eux, va chercher à les comprendre. T'as pas eu de décompression, t'as pas eu de moment où tu peux te reposer, les joueurs reviennent, c'est une espèce de continuité. Et au niveau mental, les joueurs sont fatigués, et comme au niveau mental, ils sont fatigués, au niveau physique, ça pète beaucoup plus facilement. Après, est-ce que ça peut servir comme Thomas Tuchel? Oui, bien sûr. Mais c'est un coach qui aligne les excuses depuis 2 ans et demi. Enfin, peut-être que c'est que 2 ans, je sais pas bien compter. Mais bon, voilà, oui, c'est une excuse, oui. Mais c'est pas pour autant qu'il n'aurait pas eu d'autres solutions. C'est pas pour autant qu'il peut trouver autre chose. Et c'est pas pour autant qu'il y a un moment, les excuses, on va arrêter de lui passer, quoi. Lionel, est-ce que pour toi, Tourelle est en partie fautif de cette casquette de blessures? Après, la question, c'est est-ce qu'on a pu faire une préparation physique? La question, c'est est-ce que les joueurs sont protégés? Est-ce qu'il y a un vrai travail qui est fait? Enfin, il y a une question qu'on peut se poser. Après, c'est vrai que cette saison, je suis assez auto-centré sur le Paris Saint-Germain, donc je ne sais pas trop ce qui se passe ailleurs, mais j'aurais aimé avoir les équipes qui ont un temps de jeu plus ou moins similaire au nôtre pour savoir s'il y a autant de blessures, s'il y a autant de méformes, etc. Le Bayern Munich, est-ce que par exemple, c'est aussi mauvais physiquement que nous, par exemple? Non. Munich, il y a peu de blessures. Oui, mais Munich c'est l'exception qui confirme la règle. Il y a pas mal de blessures. Ouais, voilà. Le club local, il y a pas mal de blessures. C'est dans tous les clubs à part Munich. Après, ces autres clubs ont une base collective qui fait qu'ils peuvent mieux pallier ces blessures. Mais dans tous les clubs, il y a cette problématique de beaucoup plus de blessures. Au-delà de ça, sachant que le championnat de France devrait être quand même gagné par le PSG, est-ce que Tourelle est assez bon dans son turnover? On voit Paredes qui rejoue 2 jours après un retour de sélection, Mbappé qui joue 48 heures après France-Croatie. Est-ce qu'il ne peut pas intégrer plus les jeunes, notamment des Ruiz, des Fadiga, qui ont fait des bonnes entrées, plutôt que faire enchaîner ces joueurs pour les protéger, justement? Non, mais ça, c'est une évidence. Lionel, ouais. C'est une évidence. Quand on voit, même contre le match de Nantes, les journalistes l'ont répété pendant presque tout le match avant que Mbappé se blesse, a-t-il besoin d'Mbappé pour gagner ce genre de match? Alors la question, c'est est-ce que Mbappé non plus n'impose pas plus ou moins sa titularisation dans ce genre de match? Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on a un coach? Est-ce qu'on a quelqu'un qui prend des décisions? Est-ce qu'on a... Enfin, quand on voyait, alors c'est des cas d'échantillons, mais par exemple l'émission sur Amazon Prime, où tu as les docteurs qui viennent dire à Mourinho, tel joueur, faut pas le faire jouer parce que physiquement, il y a ci, il y a ça, etc.
Mourinho, il disait il ne va pas jouer, pointe à la ligne. Je pense quand même qu'il y a un staff médical, il y a des gens qui voient, les joueurs sont suivis. Si Mbappé, ça a commencé à tirer, on est capable aujourd'hui, avec toute la médecine qu'on a, tous les appareils, tous les trucs, de dire il a joué déjà tant de matchs, je pense que c'est le moment de le laisser au repos, surtout qu'on parle d'un joueur qui est explosif, donc qui répète les sprints, qui sont des efforts assez brutaux. Non, pour moi, il y a une gestion de l'effectif de Thomas Tuchel qui est difficile à comprendre, surtout qu'il a la chance d'être dans un championnat de France qui est très moyen. Pour rester gentil. Dryas sur cette gestion de la rotation. Alors, j'ai un tout petit peu taquiné un petit peu Lionel là-dessus. Il y a un truc, c'est les docteurs peuvent prévoir les blessures physiques, mais ils peuvent difficilement, et c'est beaucoup plus délicat de prévoir l'usure mentale qui amène plus rapidement une blessure physique. Et je pense qu'on est touché de plein fouet par ça. Maintenant, tu te rends compte que, voilà, tout à l'heure on parlait de Rafinha. Rafinha, peut-être que c'est une solution que pour 45 minutes, mais comme tu le disais Lionel, qu'on se contente d'assurer le score et de bétonner derrière en le titularisant. Et ensuite de ça, tu as des jeunes. Tu as Fadiga, il a joué quoi? Fadiga, soi-disant adoré par Thomas Tuchel, il a joué quoi? 10 minutes en début de saison? 10 plus 20. Ouais, 10, tout, voilà. Tu lui donnes un peu plus de temps, 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, surtout quand tu sais que tu es en flux tendu, que les joueurs sont fatigués et que tu as des jeunes qui, eux, vont beaucoup plus difficilement se péter parce qu'ils ont une motivation d'en faire. Et oui, ils sont un peu trop maigres, mais en leur donnant 5 minutes de plus par-ci, 5 minutes de plus par-là, tu les motives pour travailler encore plus à la muscu, qui fait que tout à coup, tu te retrouves dans une situation où ces jeunes, tu peux les utiliser même dans des matchs importants. Alors après, c'est prendre le risque de les griller, ces jeunes. Mais tu es dans une situation où tu n'as pas le choix, en fait. Tu n'as pas le choix. Soit tu pètes tout ton effectif, soit tu utilises un petit peu des jeunes. J'ai vu un mec dire, pour troller, pour PSG Rennes, qu'on se prenne pas la tête, qu'on envoie les U19. C'est exagéré, mais tu pourrais tout à fait envisager de jouer Rennes avec 3-4 U19 si tu les avais pu jouer. Michou est revenu de blessure, on l'a toujours pas vu. Fadiga, on l'a pas assez vu. Kyle Ruiz, qui est celui qu'on n'a pas vu, il apparaît pas comme une solution. On a mais... plus vu, pas vu. Oui, mais qu'on a plus vu. Qu'on a plus vu. Vu. Ah, pardon. Qu'on a plus vu, mais il apparaît pas comme une solution pour les matchs importants. Pourquoi, si tout le monde est pété et que c'est le seul choix que tu as? C'est le milieu créateur 8. C'est le seul choix que tu as. Tu vois, il y a juste un moment. Tu as des problèmes d'effectifs, tu as des sérieux problèmes d'effectifs, et ils sont concrets. Et là-dessus, Tourelle a raison de se plaindre de ça, comme d'autres l'ont fait, comme Guardiola l'a fait, comme etc., de la situation. Mais ton boulot n'est pas de te plaindre, ton boulot est de trouver des solutions. Alors après, on se retrouve dans une situation où on pourrait peut-être utiliser trop vite les jeunes, avec le risque de griller les jeunes, mais le club passe avant. Et en plus, quand tu grilles un jeune, c'est pas pour autant qu'il peut pas rebondir voir en Ligue 2 s'il n'est pas si bon que ça, voir dans un club de milieu de tableau de Ligue 1 ou d'un autre championnat pour ensuite rebondir, etc. Tu n'es pas non plus en train de griller ad vitam aeternam. Mais en tout cas, construire une équipe qui va avoir une cohérence avec des joueurs qui sont capables de rendre un rôle à un poste et utiliser. On a un Simons qui est on fire depuis le début de la saison. On a quasiment pas vu le championnat. Enfin voilà, on n'a pas vu le championnat. Le mec, il est quoi? Il est à 2 buts par match. Enfin non, un but pas décisif par match peut-être. Enfin à l'arrivée, il est décisif, un truc de malade. Et tu valides pas cette progression par un temps de jeu. Tu valides pas. Et c'est tout con, mais se dire qu'on valide ces progressions par des temps de jeu, c'est s'offrir l'opportunité de pouvoir les titulariser ou en tout cas, à minima, les faire rentrer dans un match où c'est tendu, avec le risque, c'est vrai, de les faire rentrer un peu trop tôt par rapport à ce qui serait souhaitable, mais tu es dans une situation où tu n'as pas le choix, donc tu le fais. Et là, du coup, les excuses de Thomas Tuchel, elles ne veulent rien dire. Mais quand on voit, par exemple, un joueur comme Kyle Ruiz, qui visiblement est en fin de contrat, et qui est en train de faire qui a autant de temps de jeu en ce moment, ça sent le Tanguy Kouassi encore, ce cas. Ouais, pour moi, il est en dessous de Tanguy Kouassi, mais... Je parle au niveau du fait que voilà, on valorise un joueur qui, encore une fois, mais on est... en fin de contrat, quoi.
Mais paradoxalement, j'ai envie de dire qu'on les valorise, qu'on prenne le risque de les valoriser un petit peu plus, même si en fin de contrat, même si machin, parce que justement, l'effectif, là, il est décimé et que tu as besoin de les utiliser, ne serait-ce que pour faire reposer les titulaires, tu as besoin de les faire jouer. Déjà, commence par les faire jouer 5 minutes à chaque fin de match, tu fais des changements, tu réfléchis pas, tu fais des changements, tu les fais. Et une fois qu'ils ont fait 5 minutes, bah, comme le temps presse, normalement tu devrais les faire rentrer 5 minutes de match après, bah, là tu les fais rentrer 20 minutes. Et tout à coup, ils apparaissent comme une solution potentielle en Ligue des Champions. De toute façon, et pour les contrats, on verra après. Oui, c'est sûr qu'on peut recréer un Kouassi, mais là, on n'a pas le choix. Regarde l'état dans lequel est fait l'effectif. Là, on va se présenter. Non, mais, Tout à coup, oui, non, mais je suis d'accord avec toi, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu prends Simmons, qui lui a 2 ans de contrat, qui marche sur l'eau et que tu préfères valoriser un autre Ça, oui. Ça, oui. Mais au-delà, moi, ce que j'essaie de dire, c'est qu'au-delà de la gestion contractuelle, réfléchissons par rapport à la gestion d'effectifs. Et elle me paraît plus urgente pour le coup. Et tant pis si on prend ce risque-là, quoi. Donc, toi, tu es en train de dire qu'on n'a pas de solution. Au pire, on n'en aura toujours pas. Au mieux, on en aura créé quelques-unes. C'est ça. Et de toute façon, c'est pour faire le match que tu fais contre. Excuse-moi, enfin, la première mi-temps, oui, alléluia, elle est géniale, mais non, elle n'est pas géniale. Et la deuxième mi-temps, elle est calamiteuse. Qu'est-ce que tu peux faire de pire en faisant rentrer un jeune, quoi? Ouais, c'est pas. Et puis là, contre Rennes, t'as Navas qui est pété, t'as machin, t'as la moitié de l'effectif, Peut-être Sarabia aussi. T'as la moitié de l'effectif qui est pété. Bah voilà, bah, t'as pas Il est fait. absent Navas? Pardon? Il est absent Navas pour demain? Ouais, blessure musculaire. Navas, c'est mort. Ouais. Blessure Navas, musculaire. c'est mort. Mais tu as la moitié de l'effectif qui est pété. Là, tu peux faire rentrer les jeunes, mais tu aurais pu les faire rentrer un petit peu plus tôt pour qu'ils apportent des garanties. Et tu n'es même pas sûr que Tourelle demain va vraiment les utiliser. Dans l'équipe annoncée demain, il n'y a pas de jeunes. Oui. Et voilà, il va les faire rentrer en remplaçant, alors que potentiellement, ça aurait été utile de les avoir en titulaire pour ce match-là. Alors que c'est pas un match. Enfin bon. Voilà, encore une pierre dans le jardin de Tourelle. Une petite question, Lionel. Est-ce que tu vois Paris passer cette poule au final? Ça va être compliqué. Après, il y a la trêve qui va arriver. Par exemple, un joueur comme Di Maria va refaire un long voyage. Mbappé est en pleine section. Neymar aussi. Enfin, voir dans quel état ils vont revenir. Déjà que quand il a son effectif au complet, il n'a pas tellement le temps pour travailler. Et quand là, il aura 2 semaines de trêve. Il va pu permettre au moins de travailler un petit peu de trucs. On verra. Moi, je suis un peu sceptique sur les possibilités de voir le Paris Saint-Germain passer. Et j'ai même peur que ce soit pire que de finir avec 2 premiers. Ce serait même de se faire sortir par Başakşehir. On n'en est pas là non plus, mais on a égalité de points. C'est vrai, mais on a l'avantage de les avoir battus. Donc, ouais. Seb, est-ce que toi, tu vois Paris passer? Moi, ce que je trouve ouf, c'est qu'on est en train de se résoudre à des équations. Est-ce que les individualités vont revenir pour nous permettre de passer, en fait. Et je trouve ça préjudiciable, maladif. Enfin, j'ai du mal à trouver des qualificatifs qui pourraient permettre de qualifier ce que je pense de la situation. Maintenant, comme dit Lionel, tous les internationaux, y compris complètement pétés, vont se retrouver 2 semaines de plus dans une exigence de compétition plutôt que dans 2 semaines de repos qui leur permettraient de se reposer mentalement. Ils vont revenir au mieux friables, au pire pétés. Bon, on peut attendre peut-être qu'on s'en sortira grâce aux individualités. Alléluia, le plan de Tourelle va peut-être fonctionner. Moi, j'ai hâte du prochain match contre Leipzig avec un milieu Marquinhos, Herrera. Et pas Gay parce qu'il est suspendu, disons Verratti. Et puis à la 60e, on va rentrer Draxler, Rafinha, etc. Et puis nous dira on n'a pas de solution. Une fois que tu n'as plus d'équipe, tu n'as plus aucune structure d'équipe, tu fais rentrer des mecs qui sont capables de tenir le ballon une fois que tu n'as plus le ballon. C'est génial. Ouais, bon alors Tourelle est de plus en plus sans solution, mais il n'a pas l'air d'être tant en danger que ça toujours. Est-ce que Dreas t'attendais à ce qu'il soit viré tout de suite pendant la trêve? Est-ce que tu penses qu'une défaite contre Leipzig le scellera son avenir ou tu penses qu'il va finir la saison?
J'en sais foutre rien. J'ai espéré. Non, je m'attendais pas. C'est pas une question d'espoir. Je m'attendais pas à ce qu'il jarte après Leipzig, même s'il aurait Est-ce que dû. tu aurais voulu? Voilà. Il aurait dû. Non, c'est même pas j'aurais voulu. Il aurait Est-ce que dû. dans un autre club, que ça se passe comme ça, le coach Après, il faut prendre en compte les contingences financières. Il faut prendre en compte la particularité du club où on a un directeur sportif qui ne décide rien. En gros, une cacophonie, un bordel habituel au Paris Saint-Germain. Et à partir de là, va tirer des conclusions, c'est quasiment impossible. Mais oui, concrètement, après une telle contre-performance, il aurait dû jarter, limite avec le goudron et les plumes. Pour rappeler, un peu, Kovac jarte à peu près au même moment l'année dernière. Oui, pour remplacer par Flick, on connaît bien sûr. Mais je pense pas concrètement qu'il va jarter. Bon, déjà, c'est sûr, parce que s'il devait jarter après Leipzig, ça aurait déjà été fait. Et je pense pas que Rennes changera grand-chose à l'équation. Et j'ai malheureusement l'impression que Leipzig retourne, quel que soit le résultat. Enfin, si on se prend une fessée, peut-être, mais j'ai du mal à y croire. Donc il resterait même éliminé de la Ligue des Champions. Oui, je pense. Lionel, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour toi Enfin, qu'est-ce qui va se passer pour toi et qu'est-ce qu'il faudrait faire dans un second temps? Pour moi, ce qu'il fallait faire déjà, je l'avais dit après le Bayern, c'est OK, bravo, félicitations, mais maintenant, bye bye. Puis, même pour lui, il serait parti sur cette dernière image. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je pense que le club va finir comme ça, la saison avec les deux, Leonardo et Tuchel. Et à la fin de la saison, ils prendront un nouveau binôme, à mon humble avis. Leonardo, j'ai pas l'impression qu'il a envie de rester plus que ça. Et Tuchel ne sera pas conservé. Et j'espère quand même qu'il va être viré. Et un nouveau binôme avec un DS qui a les pleins pouvoirs ou un nouveau binôme comme ça, toujours drivé par le Qatar, où personne n'a les pleins pouvoirs? Est-ce que c'est possible d'avoir les pleins pouvoirs quand il y a le Qatar? C'est ce que je m'apprête à répondre. La question, c'est est-ce qu'une personne aura les pleins pouvoirs un jour? Alors, il y en a qu'un seul que j'arrive à imaginer pouvoir obtenir cela, c'est Wenger. Par rapport à l'image et l'aura qu'il a, le respect que les Qataris peuvent avoir envers lui. Et puis de voir aussi, si la saison se finit avec Leonardo Tuchel, de voir parce que déjà Tuchel, Enrique, c'était quand même assez folklorique, mais on avait la chance qu'Enrique ne venait pas se répandre dans les médias. Mais là, entre les deux qui se donnent en spectacle, les résultats qui peuvent être pathétiques, etc., peut-être ça peut être le choc, l'électrochoc. C'est risible. Hein, pour la petite blague, intermédiaire dans le dossier d'Adilo, c'est Antero Henrique. Ouais. Dreyas, toi, Wenger, ça te botte? Non, Wenger, je pense qu'il a has-been. Et je suis pas sûr que un Wenger aurait les pleins pouvoirs ou non, les noms qui me viendraient à l'esprit, qui sont ceux que tu m'as, enfin un que tu m'as suggéré, l'autre que j'ai répondu, c'est un Platini, c'est-à-dire que tout à coup tu as une autorité franche, ou limite un Sarkozy, que c'est des qualités que j'aimais pas en tant que président de la France, mais en tant que président d'un club, c'est ce côté un petit peu brut, il faut l'appeler, où clairement il dirait bon bah maintenant laissez-moi gérer, je m'en occupe madame Chajal. Et Monsieur Ménès. Monsieur Altali, je vous aime beaucoup, mais le foot c'est moi. Mais enfin voilà, on est très mauvais impersonateurs, mais voilà, ce genre de mec, des mecs avec, mais en soi tant qu'on prendra un mec du foot que le Qatar aura l'impression de pouvoir acheter, et je pense que Wenger rentre dans l'eau. La situation restera la même. Il faudrait prendre une personnalité hors norme pour réussir à sortir de cette tutelle-là footballistique. Moi, je ne suis pas d'accord et pourquoi je défends énormément le profil de Wenger, c'est quelqu'un qui est un bâtisseur. Alors, c'est vrai qu'en tant qu'entraîneur, je suis d'accord qu'il est has-been, mais c'est quelqu'un qui a toujours mis en avant le bassin parisien. Et je pense que c'est quelqu'un qui a les idées et les capacités de construire un projet autour de la ville de Paris, autour de cette formation, de mettre les vraies personnes pour créer en fait ce circuit entre le centre de formation et l'équipe première.
Lionel, j'entends ce que tu dis, Attends, mais je finis, après je te laisse répondre. je dis juste ça et après je te laisse finir. La question n'est pas quelle capacité aura Wenger, c'est quelle capacité on laissera à Wenger. Et c'est ça. Oui, peut-être, quand enfin, après, on peut, ça peut être, quand on parle de Sarkozy ou Platini, on parle surtout de personnes qui seraient capables de diriger le club. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est même pas, il faut pas quelqu'un qui est capable de diriger le club ou d'être considéré comme, on va dire, l'image du club. Pour moi, il faut quelqu'un qui structure le club depuis ses racines. Et je suis pas sûr qu'un Platini est capable de mettre en place un tel projet au Paris Saint-Germain. Oui, il va apporter son aura, etc. Mais le Paris Saint-Germain ne doit plus être l'équipe première, ne doit plus, on doit plus se servir uniquement de la vitrine de l'équipe première. On doit vraiment reconstruire le Paris Saint-Germain depuis ses racines, depuis avoir un projet qui soit cohérent. Et j'imagine mal un Sarkozy ou un Platini venir et structurer le centre de formation, etc. Quelle sera l'attitude de Wenger s'il ne peut pas nommer le coach premier? Si, il va nommer coach, il va nommer Laurent Blanc. Non, mais au-delà de ça, quelle sera l'attitude de Wenger si le Qatar va commencer à lui dire, bon, bah, pour l'équipe première, parce que l'équipe première, ça reste le sujet du Qatar, nommer tel coach. Et c'est ça la problématique, en fait. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, alors je te réponds après je vais te parler, c'est que je pense que Wenger, à l'âge qu'il a, avec l'expérience qu'il a, avec l'argent qu'il a gagné, avec tout ce qu'il a gagné, il ne signera pas s'il n'a pas il n'a pas décidé de ce qu'il veut qu'on lui. D'accord. Mais je vais juste te répondre une chose, je ne pense pas que Léo soit pauvre. Je ne pense pas que c'est une question de pauvreté. Je pense que Léo est arrivé au Paris Saint-Germain aussi parce qu'au Milan n'en voulait plus. Et j'ai pas l'impression qu'il avait envie de rester sans rien faire. Et puis, il est arrivé en se disant, je suis parti à une époque parce qu'on m'a peut-être critiqué, etc. Je reviens, tu sais, c'est un peu aussi le côté au niveau de l'orgueil, je reviens en tant que héros. Quand il est arrivé, et nous les premiers, on était, Ouais, mais c'était Léo le Messi, enfin le retour du machin. Wenger, je pense que lui, pour moi, et par pour rapport à moi, ce qu'il a vécu, je pense qu'il ne reviendrait pas dans un projet s'il n'est pas capable de faire ce qu'il a envie de faire. Et, bah, euh, dans ce et, cas, il a refusé des clubs comme le Real ou d'autres clubs dans sa carrière qui auraient pu lui apporter plus d'argent, plus de renommée, etc. Mais parce qu'il savait qu'il n'aurait pas eu la liberté qu'il a eu à Arsenal pendant ces 20 années. Et je mais pense qu'il a attaché à cette liberté et il ne viendrait pas au Paris Saint-Germain s'il n'a pas cette liberté. dans ce cas-là, Lionel, je pense qu'il ne viendra jamais parce que je ne pense pas qu'il y ait des gens moins clairs que les dirigeants qatariens sur qui a le pouvoir au Paris Saint-Germain dans l'univers de football. Je pense qu'un Fiorentino Pérez, pour reprendre l'exemple du Real, est beaucoup plus clair que les Qataris. Moi, j'ai le sentiment que les Qataris te disent oui, tu auras tout le pouvoir pendant que tu n'en auras aucun derrière. Et du coup, par rapport à ce que tu exprimes, et si je me base sur ce que tu exprimes, je pense qu'un Arsène Wenger ne viendrait jamais, en fait. Parce que jamais ça sera clair au niveau du Paris Saint-Germain. Et si tu veux, quand moi je suis en train de défendre, ou Bassou d'ailleurs, parce que je pense que là-dessus c'est la même ligne, des Platini ou des Sarkozy, effectivement, c'est pas des mecs. Enfin, Platini, ici, il a une grande connaissance du football, mais ce sera pas un mec concerné par Paris, sa mégapole, le potentiel, etc. Sarkozy, c'est un mec qui connaît le foot à peu près aussi bien que nous, peut-être un peu mieux, peut-être un peu moins bien, pas savoir où il est exactement. Mais c'est des mecs qui pourraient, par la poigne, imposer leur volonté et tout à coup être des interlocuteurs crédibles vis-à-vis du Qatar. C'est-à-dire que c'est pas, ce serait pas avec le Qatar, je pense que tu n'auras jamais un contrat signé à l'avance où les choses seront claires. Elles pourront être claires sur le papier, mais elles seront jamais claires dans la réalité. Et il y a un moment où il va falloir imposer le truc du point de vue de la manière de dire, de la manière de faire, de machin, de truc, et de dire non, maintenant c'est moi qui décide, et que pour imposer ça, il faut une aura ouais, un Platini peut interpréter en étant. Enfin, Platini, il ne faut pas oublier que ça a été un immense dirigeant dans le football, même s'il a des casseroles au cul, etc. etc. Mais c'est une voix qui porte. Et pareil, Sarkozy, c'est une voix qui porte. Alors qu'un Wenger, non, justement, c'est le mec qui a besoin que le contrat soit bien ficelé au départ. Mais un contrat bien ficelé au départ avec le Qatar,
ce que l'expérience nous a appris quand on aligne entre l'assistant de directeur de football, quand il n'y avait pas de directeur de football, entre Antero Henrique qui a jamais pu passer son coach, entre Léo qui débarque et qui peut pas virer Tourelle alors qu'il a envie de le virer depuis le day one, ce qui va importer, c'est pas ce que tu vas signer, c'est la manière avec laquelle tu vas pouvoir imposer ton point de vue. Et là-dessus, Wenger, pour moi, il est hors course. Au dernier podcast, tu disais qu'il fallait attendre après Covid pour juger Léo. Pour toi, vu le contexte, c'est plus l'homme de la situation. Ben, en fait, ce qui apparaît maintenant, c'est que Léo a tout sauf les coups des franches. Et donc, dans ce cas-là, je reviens sur ce que je disais avant, parce que ce que je disais avant n'était pas aussi lisible que, bah non, c'est pas l'homme. Mais aucun homme n'est l'homme de la situation à partir du moment où il ne peut pas décider. Et quel est l'intérêt d'avoir un décideur qui ne peut pas décider? Pour moi, Léo était l'homme parfait pour lancer le projet. Je pense qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain doit structurer son club, pas, comme je dis, pas par rapport à la vitrine de l'équipe première, parce que l'équipe première, alors oui, il y a beaucoup de choses à améliorer, mais je pense qu'aujourd'hui, on est capable, un peu comme euh, l'a fait l'OL il y a 4-5 ans, on est capable, sans être exceptionnel, de se qualifier régulièrement pour la Ligue des Champions, de gagner le titre de champion de France en Ligue 1. Ce n'est pas l'objectif principal du Paris Saint-Germain. Je pense qu'il faut avoir une vision sur du long terme et ça passera par l'exploitation du vivier parisien. Et il faut quelqu'un qui est capable d'avoir cette vision dans la construction pour le Paris Saint-Germain. Parce qu'aucun autre club en Europe n'a cette capacité de pouvoir compter sur le vivier parisien comme le Paris Saint-Germain. J'entends, mais la vision ne veut rien sans le poids sur la table. Oui, je suis d'accord, mais je pense que Leonardo Leonardo, n'a ni le poids ni la vision pour... Il est off sur les deux. Ça on est d'accord. Mais là, on a besoin d'un directeur sportif qui sera le dirigeant et qui... D'ailleurs, vous aviez dit que c'était pas le moment d'intervenir de Léo après United. Est-ce que après Leipzig, il aurait dû faire une intervention? Je pense pas. Je pense qu'il peut pas parce que justement, par le jeu de pouvoir, il est bloqué. Je suis d'accord avec Drea. Je pense qu'aujourd'hui, il s'est mis dans une position où s'il sort après une contre-performance de Tuchel, c'est soit pour défendre Tuchel, ce qui va paraître un peu pour hypocrite, soit pour continuer à l'enfoncer et on va dire, bon, ben dans ce cas-là, vire-le au lieu de venir faire le mariole devant la presse. Quoi. Il faudrait pas que Leonardo démissionne et passe un coup de gueule et dise ce qui se passe. Ça serait génial, mais il a un salaire et il le fera pas. Alors, je ne sais pas s'il le fera pas. Je pense qu'il est capable de démissionner, mais je ne pense pas qu'il parlerait après. Non, il a un salaire, des clauses, des contrats. Et puis il a un salaire, hein, tout simplement. Je pense que ce soit ça qui retienne Leonardo. Par contre, je suis sûr qu'il ne parlera pas après. Moi, je serais à sa place, elle jouerait quand même. Le fait de gagner X milliers d'euros par mois, voire dans les X dizaines il y a un gagné dans un vieux club turc, comme vous avez déjà fait. Ouais, mais ça compte dans l'argument. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque podcast, on est de plus en plus optimiste pour l'avenir de la construction de ce club. Non, mais tant qu'il n'y aura pas... En fait, tant que les Qataris n'auront pas compris ce que les Émiratis ont compris avec Manchester City, oui, ce qu'ils ont compris, c'est un directeur sportif qui décide. Tant que les Qataris n'auront pas compris ça, on continuera sur la même ligne parce qu'à chaque fois, ça sera le même constat. Et le truc, c'est de pire en pire. C'est-à-dire que là, c'est en train d'exploser littéralement. Alors oui, il y a le Covid. Et la question se poserait, s'il n'y avait pas le Covid, est-ce que ce serait différent? Mais déjà, s'il n'y avait pas le Covid, la Ligue des Champions n'aurait probablement jamais été en finale. Enfin, on n'en sait rien, on ne pourra pas le réécrire. Et concrètement, c'est de pire en pire. On aligne des stars de plus en plus. Et le jeu, c'est de pire en pire. T'avais Ancelotti qui était une forme de nuts avec les capacités du moment. Suite de ça, tu as eu Laurent Blanc qui a fait tilter bon nombre de gens, y compris moi, mais qui offrait une cohérence. Après, on est passé avec Emery, un mec qui n'avait pas le costume, qui n'était pas taillé pour le club, mais qui a proposé des choses qui étaient, mine de rien, vachement sympas. Et là, on arrive à... tu te dis, tiens, un nouveau coach débarque, mais bonne chance, mec. Qu'est-ce qu'il peut faire dans cette merde-là? Quand tu vas au-delà du Qatar, c'est dans la vidéo de Moyen, il le rappelle bien. Depuis l'achat Neymar et Mbappé, on a
acheter pour 250 millions des mecs qui ne sont pas titulaires, indiscutables. C'est ça, On oui, met bah. Icardi, Kerrer, Diallo, Icardi, Gay, sans nous débat. Paredes. Icardi, sans On nous est à débat. 250 millions. Icardi, sans nous débat. Oui, Donc mais- 200 millions. Oui, mais il n'est pas titulaire indiscutable que tu Oui, veuilles ou mais non. c'est un autre débat. C'est-à-dire que quand tu es en train de perdre Cavani, il y a un moment où tu es en train de perdre un top 5 goléador d'Europe. Et l'autre problème, c'est que certains joueurs sont voulus par le coach, pas par le DS, d'autres par le DS, pas par le coach. Ça, oui. Et puis, on va pas parler des jeunes parce que sinon l'équation va On être se retrouve avec nos meilleurs recrues ces dernières années qui sont des mecs qui ont coûté 5 millions. Quoi. Ouais. Mais après, bon, pour revenir au Qatar, quand on compare avec l'ère Canal+, le Qatar va quand même nous laisser dans un état qui sera clairement plus positif que ce que Canal+ avait fait avec le Paris Saint-Germain, où on se retrouvait structurellement avec des infrastructures vétustes, sans un centre de formation pathétique, etc. Donc, il y aura quand même eu du positif sur l'ère Qatari, mais je pense que là, ils sont arrivés, en tout cas dans leur fonctionnement actuel, ils sont arrivés au maximum de ce qu'ils peuvent obtenir. Il faut vraiment qu'ils se réforment complètement pour repartir de l'avance. Si ça continue comme ça, Pour toi, Lionel, il faut changer de propriétaire. pour moi, je pense que il faut, de toute façon, faut laisser aller au bout de leur mandat. Donc, centre de formation, Coupe du Monde au Qatar, avant ça bougera. Exactement. Et après 2022, je pense qu'il faut qu'ils passent la main et qu'on revienne avec une personne ayant une vision vraiment, je dirais presque à la Aulas. À la Aulas, il y a 20 ans. Moi, j'ai l'espoir que les Qataris comprennent que ça peut être. Non, mais sans déconner, c'est un vrai argument de soft power d'avoir un club de foot qui cartonne. Oui. Après pour moi, la seule façon qu'ils puissent vraiment comprendre, c'est, comme j'ai dit, peut-être après 2022, se dire, bon, écoute, de toute façon, on met plus d'argent dans le club, mais c'est un club qui a une valeur et qu'on n'a pas intérêt non plus à le vendre parce qu'il ne nous coûte rien et puis qu'il apporte quelque chose. Donc, on va mettre un dirigeant, comme tu dis, un Platini, etc., qui est capable de diriger un club. Nous, on regarde ça de loin, c'est notre club, donc si ça réussit, c'est bien. Et puis, ne plus intervenir dedans. C'est la seule façon pour moi que le Paris Saint-Germain puisse prendre sa marche vers l'avant. Mais moi, Tant qu'ils vont intervenir, c'est fini. J'ai l'espoir qu'avec la crise actuelle, qui mine de rien, si on regarde la crise actuelle, en fait, c'est une redite de la crise il y a 4 ans, c'est une redite de la crise il y a 3 ans, c'est une redite de la crise il y a 1 an. Et c'est juste à chaque fois un petit peu pire. C'est juste à chaque année un petit peu pire. Alors effectivement, il y a des années, il y a des succès sportifs qui permettent de faire croire, mais fondamentalement, c'est à chaque année un petit peu pire. Quand on se penchait sur Emery, il faut se souvenir du cataclysme quand il décide de ne pas titulariser Thiago Silva, de tout un tas de choses qu'on se souvient de Enrique qui voulait, je me souviens plus comment il s'appelait le coach là, le coach de Porto du Benfica, Jorge Jesus. Voilà, Jorge Jesus qui voulait le mettre, qui a jamais pu le mettre. Quand on se souvient de, enfin, objectivement, c'est le club s'est délité petit à petit, mais le club s'est délité petit à petit, mais en soi, dans l'environnement, en fait, c'est chaque année un petit peu pire, un petit peu plus complexe, un petit peu plus brumeux, un petit peu plus incompréhensible. Et je crois qu'on arrive à une année potentielle de crise. Et j'espère que à l'issue de cette année potentielle de crise, cette mue puisse arriver, qu'on ne soit pas obligé d'attendre 2022, que ça puisse être 2020, l'année de la compréhension. Et voilà, j'espère ça. Lionel, on ne peut que souhaiter cela. bah écoute, je pense qu'on est arrivé au bout de ce podcast. On verra bien ce qui se passe dans les prochains jours, prochaines semaines. Est-ce qu'on aura des nouvelles choses à dire ou est-ce que rien ne se passera? À mon avis, je pense qu'on va vivre une saison longue. Oui, c'est parti pour. Ah oui, s'il n'y a pas la qualification de la LDC, oui, il va pas y avoir beaucoup de matchs regardés. Ah, l'Europa League, un parcours sympa, ça peut être bien. Ouais, si on est 3e. On n'en est pas encore là, mais on peut y arriver. Allez, un petit pronostic pour le match de demain, PSG Rennes Rayas. Oh, je suis tellement loin là. On va dire 2-1 Rennes. Lionel. Le truc, c'est que je connais même pas le groupe qui jouera demain. Donc, après, j'ai envie de te dire 1-2. 1-2 aussi, comme Drayas? Non, non, ça va pas. Moi, j'ai dit 1-2. Oui, bon, c'est la même chose. Bon, 1-2, moi aussi, quoi. Non, pour Rennes.
Oui, il dit 2-1 pour Rennes, Seb. Ah, d'accord, ok. J'avais compris que j'avais dit 2-1 pour Paris. Non, il dit 2-1 pour Rennes. Et moi, je dis 2-1 pour le PSG, par contre. On arrive à gagner les matchs qu'on devrait perdre pour peut-être faire un électrochoc à chaque fois. Donc, puis Rennes est dans le dur depuis quelques matchs. Donc voilà, Paris va encore faire sa pseudo-réaction en Ligue 1. Bon, on verra bien. Bon, bah, on espère que le prochain podcast sera un peu plus gai. J'ai l'impression de dire ça depuis 5 ans. J'espère que vous avez suivi jusque-là dans cette Non, il y en a eu quelques-uns un peu gays, après Liverpool, après le Final West. Mais ça se compte sur les doigts d'une main. Oui. Et on se retrouve donc pour un prochain podcast et débriefer la prochaine actualité parisienne. Merci Drayas, merci Lionel. Merci à toi. Ciao. Ciao. Ciao tout le monde.